Tu serviras le café pendant le briefing d'aujourd'hui, puisque c'est la seule chose dont tu sois capable, lança le général à une petite femme en uniforme. Elle avait l'allure d'une intendante de cuisine, plus que d'une militaire faite pour cette salle de commandement. Pas d'insigne, pas de bande patronymique, seulement une silhouette discrète vêtue du treillis réglementaire et tenant un carnet. Pourtant, quand elle se pencha pour remplir la tasse du général, sa manche glissa à peine, dévoilant un anneau à son doigt. Pas un simple bijou, un signe que seuls les officiers les mieux informés savaient en reconnaître, la preuve tangible qu'elle avait survécu au programme d'entraînement le plus impitoyable des forces armées. Le même général qui l'avait traité d'employé subalterne ne pouvait plus détacher son regard de cette main. Car ce qu'il voyait signifiait qu'elle avait accompli des missions dont ses propres colonels n'avaient lu que les rapports classifiés. Avant de continuer, partagez en commentaire votre localisation, laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Ce mardi matin, le briefing de routine à Fort Liberty ne devait être qu'un exercice banal. Un rapport trimestriel de plus, une salle remplie d'officiers supérieurs débattant d'opérations extérieures pendant que quelqu'un d'oubliable gérait l'intendance. Quelqu'un comme la sergente-chef Lauren Mitchell. Rien, dans son apparence, n'attirait l'attention lorsqu'elle entra dans la salle de briefing C2. Son treillis camouflé était standard, sans écusson d'unité ni ruban coloré. Les cheveux strictement tirés en chignon réglementaire, sous un bras, un porte-documents en cuir. Dans l'autre main, un thermos de café. Elle avançait avec cette efficacité silencieuse qui faisait croire qu'elle n'était là que pour s'effacer dans le décor, s'occupant de détails que personne ne voulait prendre en charge. La pièce bourdonnait déjà de conversation lorsqu'elle franchit la porte. 3 colonels entouraient la grande table, commentant des images satellites. 2 lieutenants-colonels, postés près de la fenêtre, passaient en revue des manifestes de vol. Et, tout au fond, la générale Rebecca Collins relisait ses notes avec la concentration d'acier qui lui avait valu ses 2 étoiles et la responsabilité de la logistique des opérations spéciales. Personne ne leva les yeux à l'arrivée de Lauren. Pourquoi l'aurait-il fait ? Elle fit le tour de la salle en préparant le poste-café avec une précision presque cérémonielle. Filtre neuf, sachet de sucre aligné, crème en réserve. Tout ce qui permettait aux « importants » de se concentrer sur l'essentiel. Lauren avait déjà joué ce rôle d'ombre dans des salles identiques devant des officiers semblables. « Hé, vous là-bas !» lança le colonel Jonathan Hayes sans même la regarder. « Assurez-vous qu'il y ait assez de copies du résumé opérationnel et, si possible, quelques pâtisseries de la cafétéria. » Lauren hocha la tête. « Bien, mon colonel. » Et quand le général Thomas Caldwell arrivera, ajouta le colonel Megan Carter en fouillant dans son dossier. Son café doit être noir, sans sucre. Il est très pointilleux là-dessus. Reçu, colonel. Il lui parlait comme on parle à une chaise, utile, fonctionnelle, mais sans réelle présence humaine. Lauren connaissait ce ton méprisant, ces regards qui traversaient à son corps, comme si elle n'était qu'un rouage anonyme de la machine administrative. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une sous-officier chargée des corvées, tandis que les décideurs débattèrent de stratégie. Aucun d'eux n'aurait pu deviner qu'au cours des 18 derniers mois, Lauren Mitchell avait vécu des expériences capables de hanter leur nuit. Mais cette vérité n'allait éclater que 20 minutes plus tard. Pour l'instant, elle restait la fille du café. Invisible, effaçable, exactement comme elle le préférait. Lauren avait appris depuis longtemps que l'art d'être sous-estimé était l'arme la plus redoutable. Les gens parlaient quand ils pensaient que vous ne comptiez pas. Ils se relâchaient lorsqu'ils vous croyaient inoffensive. C'était la forme la plus élémentaire du renseignement et elle l'avait élevé au rang d'art. Sur le papier, son dossier était d'une banalité parfaite. Progression régulière dans les grades, feuille de service propre, évaluation compétente mais jamais exceptionnelle. Rien qui attire l'œil d'un contrôleur de carrière ou d'un enquêteur en habilitation de sécurité. Tout, dans le profil de la sergente-chef Lauren Mitchell, respirait la fiabilité discrète d'un pion interchangeable dans l'immense mécanique logistique de l'armée. Et c'était précisément l'image qu'elle voulait projeter. C'était justement le but recherché. La plupart des matins, on pouvait trouver Lauren Mitchell dans les bureaux administratifs du bâtiment 113, penchée sur des réquisitions ou en train de jongler avec les plannings des réunions d'état-major.
Elle connaissait les petites manies de chacun. Tel général voulait absolument ses dossiers imprimés, tel colonel avait besoin de plus de temps pour digérer les résumés opérationnels, et certains officiers, coutumiers du retard, nécessitaient qu'on réorganise leurs documents à la volée. C'était elle qui s'assurait que le café ne manquait jamais, que les salles de réunion étaient bien parfaitement équipées et que les dossiers classifiés atterrissaient dans les bonnes mains, auprès des bonnes personnes. Tout ce travail invisible maintenait la bureaucratie militaire en mouvement sans que personne ne songe à remercier celle qui l'accomplissait. Lorraine, elle, appréciait cet anonymat. Être indispensable mais ignoré lui donnait accès à des informations et à des réunions auxquelles son grade ne lui aurait jamais permis d'assister autrement. Elle observait les mécanismes de décision, les jeux hiérarchiques, et se tenait au courant des dynamiques internes sans jamais éveiller le moindre soupçon. Ce jour-là, pourtant, les choses lui étaient différentes. Elle remplaçait le sergent-chef Turner, resté au lit avec une grippe carabinée si l'on en croyait son appel du matin. Résultat, Lorraine gérait la logistique d'un briefing bien au-dessus de son niveau habituel, planification interarmée, rapports classifiés, ces réunions où colonels et généraux débattent de dossiers qui n'apparaissent jamais dans les archives officielles. Elle était arrivée en avance pour tout préparer, vérifier le matériel de communication sécurisé, disposer les sièges selon les grades et habilitations, contrôler et verrouiller les documents sensibles dans les coffres prévus à cet effet. Quand les premiers officiers franchirent le seuil, tout était impeccable. Lorraine s'était déjà positionnée là où elle devait, à portée de main, mais invisible. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Elle allait servir le café et prendre des notes pour des officiers discutant d'opérations dont elle connaissait déjà bien plus qu'ils ne l'imaginaient. Mais c'était le rôle qu'elle s'était choisi, et au fil des années, elle l'avait perfectionné. Être sous-estimée lui avait sauvé la vie dans des circonstances bien plus périlleuses qu'une salle de briefing du Pentagone. Elle redressa la dernière tasse de porcelaine et consulta sa montre. Dans un quart d'heure, le général Thomas Caldwell ferait son entrée, et elle voulait que tout soit irréprochable. Non pour l'impressionner, mais parce que ce souci maniaque du détail l'avait tenue en vie dans des environnements où la moindre erreur se payait au prix fort. Elle réajusta son uniforme, vérifia chaque pli, puis se posta contre le mur du fond, prête à observer sans se faire remarquer. Dans quelques instants, elle redeviendrait ce qu'elle savait être le mieux, un élément du décor, indispensable et invisible. Le général Thomas Caldwell arriva pile dans les temps, ce qui voulait dire avec 15 minutes d'avance. On l'entendait déjà dans le couloir avant même de le voir, non parce qu'il parlait fort, mais parce que tout, dans sa présence, captait l'attention. Son uniforme était tiré au cordeau, chaque décoration placée avec une précision géométrique. Les aigles argentés de son col scintillaient sous les néons. Sa démarche évoquait un homme qui n'avait jamais rencontré de problème qu'il ne puisse résoudre par la stratégie et la puissance de feu. Ces étoiles, il ne les devait pas au jeu de couloir du Pentagone, mais à ses années de commandement sur le terrain. 2 campagnes en Afghanistan, une autre en Irak et une série d'opérations classifiées si nombreuses que sa biographie officielle ressemblait à un document caviardé de noir. Les rumeurs racontaient qu'il avait personnellement mené des missions spéciales dignes des films d'Hollywood. Mais Caldwell n'en parlait jamais. Pas besoin, tout, dans son attitude, trahissait l'expérience du combat et d'un homme qui avait traversé l'enfer sans renier ses principes. Quand il franchit la porte de la salle de briefing C2, l'atmosphère changea instantanément. Les conversations s'interrompirent, les officiers se redressèrent, chacun cherchant à paraître plus compétent qu'une minute plus tôt. Caldwell imposait le respect, non par intimidation, mais par cette autorité tranquille de ceux qui ont déjà tranché entre vie et mort sous pression. Son regard balaya la salle comme s'il effectuait une reconnaissance tactique. Il observa les cartes satellites, les dossiers classifiés, les officiers présents, prenant mentalement l'inventaire de chaque détail. Son regard passa sur Lorraine, discrète derrière son poste de café, mais ne s'y attarda pas. À ses yeux, elle n'était qu'un élément du décor, exactement à sa place dans la cartographie mentale qu'il se faisait de la réunion. Le général Caldwell prit place à la tête de la table et ouvrit son dossier avec l'assurance d'un homme qui avait déjà présidé des centaines de briefings semblables. Il était l'autorité suprême de la salle,
celui dont dépendrait la validation ou le rejet des plans qui allaient être présentés. « Messieurs, mesdames », déclara calmement le général Thomas Caldwell. Sa voix portait sans qu'il ait besoin de l'élever. « Commençons !» Le colonel Jonathan Hayes prit aussitôt la parole, déployant son pointeur laser pour désigner des positions clés sur les images satellites étalées au centre de la table. Les paramètres de la mission restaient classifiés, mais le schéma général était reconnaissable. Planification interarmée, coordination entre branches, un casse-tête logistique complexe exigeant la contribution de plusieurs commandements et une attention particulière aux sensibilités politiques. Lorraine Mitchell écoutait avec le professionnalisme distant de celle dont la tâche officielle consistait à prendre des notes et à gérer les détails pratiques. Elle comprenait pourtant bien plus de la discussion tactique que quiconque ne l'aurait soupçonné. Son rôle, toutefois, était de rester invisible en s'assurant que tout se déroula sans accroc. Café toujours chaud, documents sensibles surveillés, disponibilité pour résoudre tout problème logistique de dernière minute. Le général Caldwell posait des questions précises sur les délais de déploiement et les protocoles de communication. Le colonel Megan Carter détaillait les besoins en renseignements et les impératifs de sécurité. L'échange avançait avec une intensité concentrée, signe que chacun mesurait l'importance de l'opération en préparation. 20 minutes plus tard, Caldwell jeta un bref regard vers le poste café et croisa les yeux de Lorraine. D'un simple signe de tête, il lui indiqua sa tasse. Elle comprit immédiatement et s'avança avec la carafe thermique. Pour le reste de la salle, c'était une interaction banale, ce service discret qui se répétait des dizaines de fois dans des réunions similaires. Lorraine attendit une pause naturelle dans les échanges, puis s'approcha pour remplir la tasse du général. Elle avait répété ce geste des centaines de fois, se déplacer avec fluidité entre les officiers, intervenir sans jamais briser le fil de la discussion. Mais cette fois-ci allait être différente. Une simple inclinaison du bras au-dessus de la table allait bouleverser la perception que toute la salle avait de la sergente-chef Lorraine Mitchell. Elle-même ne s'en doutait pas encore. Lorsque Caldwell inclina légèrement la tête vers sa tasse, Lorraine se plaça près de lui, carafe en main. Hayes parlait toujours des plannings de déploiement. Carter, de l'autre côté, posait des questions sur la coordination du renseignement. Lorraine, elle, ne pensait qu'à la tâche immédiate, verser, reculer, redevenir invisible. Le général ne prêta guère attention à sa présence tandis qu'elle se penchait pour remplir la tasse. C'était le rituel ordinaire des réunions d'état-major, un geste courtois qu'on oubliait aussitôt. Ses yeux restaient fixés sur le calendrier opérationnel, déplié devant lui. Lorraine inclina doucement la carafe. Ses gestes précis, habituels, sans bavure. Rien de particulier, rien qui aurait dû attirer l'œil. Sauf que sa manche se retroussa légèrement, laissant apparaître plus nettement sa main gauche. Détail minime, simple conséquence d'un mouvement précautionneux pour ne pas renverser de café sur des documents top secrets. Un détail si subtil que personne ne l'aurait remarqué. Sauf Caldwell. Hayes poursuivait son exposé, Carter prenait des notes, les autres officiers gardèrent les yeux rivés sur les cartes et les chiffres. Mais le général, lui, s'était figé. Son esprit s'emballa, repassant en mémoire tout ce qu'il savait du programme des Navy Seals et des quelques femmes qui avaient osé s'y présenter. Les statistiques étaient implacables. Sur des milliers de candidats, seuls quelques-uns arrivaient au bout. Et parmi les femmes, la réussite se comptait sur les doigts d'une main. Lorraine se retira de la table avec la même efficacité discrète qu'à l'accoutumée, prête à rejoindre le mur du fond. Mais cette fois, le regard de Caldwell la suivit. Il voyait désormais ce qu'il n'avait pas perçu auparavant. La façon dont elle se tenait sur la pointe des pieds, prête à réagir. Sa main libre, détendue mais placée comme pour intervenir rapidement. Son œil qui avait balayé les issues de la salle avant de reprendre une neutralité feinte. Ce n'étaient pas les réflexes d'une simple sous-officier administrative. C'étaient les automatismes d'une opératrice rompue à la survie en territoire hostile, où une seconde d'inattention signifiait la mort. « Sergent-chef Mitchell », prononça Caldwell d'une voix basse, tranchant net l'exposé du colonel Hayes. Le silence retomba comme une chape de plomb sur la salle entière. Tous les officiers autour de la table tournèrent la tête vers leur général, puis suivirent donc son regard, jusqu'à Lorraine Mitchell, figée près du poste café, la carafe encore entre les mains.
Mon général, répondit-elle d'une voix ferme et professionnelle, mais Caldwell perçut aussitôt un infime changement dans sa posture. Un détail, presque imperceptible, qui trahissait qu'elle avait compris que quelque chose d'important venait de se produire, même si elle ne savait pas encore quoi. Il posa sa tasse avec lenteur, sans la quitter des yeux. « Intéressant, cet anneau que vous portez. » La température sembla chuter de 10 degrés dans la pièce. Le colonel Jonathan Hayes fronça les sourcils, passant du général à la sous-officière censée ne s'occuper que des rafraîchissements. Le colonel Megan Carter interrompit sa prise de notes, son stylo suspendu au-dessus de la feuille, comme si elle cherchait à comprendre la scène. Lorraine baissa les yeux vers sa main gauche, et Caldwell vit le moment exact où elle réalisa que sa couverture venait de voler en éclats. Ses traits restèrent presque inchangés, mais un léger durcissement autour du regard trahissait un calcul mental rapide et sans issue. « C'était un cadeau, mon général, » dit-elle avec prudence, techniquement vrai, mais totalement insuffisant comme explication. Caldwell s'adossa à son fauteuil, la fixant avec l'intensité qu'il réservait d'ordinaire aux positions ennemies qu'il s'apprêtait à frapper. De qui ? La question flotta dans l'air comme une fumée de champ de bataille. Désormais, toute la salle observait Lorraine, attendant une réponse qui justifierait l'intérêt soudain du général pour un bijou de sous-officière. Caldwell, lui, connaissait déjà la vérité, et il savait qu'elle savait. Restait à savoir si elle allait continuer à jouer son rôle d'administrative ou enfin révéler qui était vraiment la sergente-chef Lorraine Mitchell, derrière cette façade savamment construite. Le silence devint pesant, lourd de la sensation que tous assistaient à un moment déterminant, même s'ils n'en saisissaient pas encore toute la portée. Lorraine avait déjà affronté bien pire. Elle s'était retrouvée clouée au sol sous des rafales dans la province de Helmand, n'ayant qu'un pistolet et un coéquipier blessé incapable de bouger. Elle avait infiltré des repères terroristes où la moindre erreur signifiait la torture et la mort. Elle avait survécu aux épreuves de démolition sous-marine dans des conditions où la plupart auraient succombé avant même de commencer. Et pourtant, debout dans la salle C2 de Fort Liberty, tenant une carafe devant une assemblée d'officiers supérieurs, elle avait l'impression de vivre l'un des moments les plus périlleux de sa carrière récente. Non parce que sa vie était menacée, mais parce que tout ce qu'elle avait patiemment bâti depuis 18 mois s'apprêtait à s'écrouler. Son identité administrative avait été élaborée avec soin. Après sa dernière mission, après ce qui s'était passé en Libye, la marine avait jugé nécessaire de faire disparaître, temporairement, la sergente-chef Lorraine Mitchell. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour calmer certaines affaires et lui permettre de se remettre de blessures qui n'apparaissaient sur aucun dossier médical officiel. On avait donc enfoui sa véritable carrière sous des couches de paperasse et on l'avait affectée à la fonction la plus insignifiante qu'on ait pu trouver. Appui administratif, dans une base interarmée, gestion de la logistique pour les réunions, rapports rangés dans des classeurs que personne ne lirait jamais 2 fois. Une convalescence maquillée en mission de routine. Mais le problème, quand on excelle à se rendre invisible, c'est qu'un jour, quelqu'un finit toujours par remarquer. Lorraine fixa directement le général Caldwell, prenant la décision tactique que l'honnêteté était désormais sa seule arme. Elle aurait pu continuer à prétendre, inventer une histoire de bijoux familial, mais le regard du général lui disait qu'il n'accepterait rien de moins que la vérité. Et au fond, elle était lasse de jouer un rôle qui n'était pas le sien. « Cet anneau, je l'ai mérité, mon général, » dit-elle d'une voix basse. Les mots tombèrent comme des grenades dégoupillées. Le colonel Hayes laissa échapper son stylo. La bouche du colonel Carter s'ouvrit légèrement, puis se referma sans un mot. Les autres officiers semblaient incapables de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre, comme si la réalité venait de se fissurer. Caldwell, lui, hocha lentement la tête, comme si elle venait simplement de confirmer une hypothèse qu'il avait déjà posée. « Quand avez-vous terminé le BUDES ?»« Classe 347, mon général, il y a 3 ans. » Caldwell fit rapidement le calcul, recoupant les dates et les numéros de classe avec ce qu'il savait du parcours des SEALs. La classe 347 avait été l'une des premières Toktumis à accueillir des candidates féminines, symbole de l'intégration progressive des femmes au rôle de combat, et aussi l'une des promotions les plus scrutées de toute l'histoire du programme, chacun attendant de voir si elle pourrait franchir les mêmes épreuves inhumaines qui brisaient déjà tant d'hommes.
La Hell Week a été validée, mon général, comme toutes les autres phases de l'entraînement. La salle resta figée. Pas un mouvement, pas un souffle audible. La révélation que la simple sergente-chef qui servait le café appartenait en réalité au SEAL venait de bouleverser l'univers de chacun. C'était comme découvrir que le concierge était en fait un neurochirurgien ou que la secrétaire avait travaillé pour la CIA. Ce qui, songea Lorraine avec amertume, n'était pas si éloigné de la vérité. Le général Thomas Caldwell la scrutait avec l'attention glaciale qu'il réservait d'ordinaire aux ennemis en plein interrogatoire. « Quelle est votre véritable affectation ici, sergente-chef » Lorraine hésita une fraction de seconde, calculant combien elle pouvait révéler sans empiéter sur la sécurité opérationnelle ou sur les paramètres de sa mission actuelle. La vérité était complexe, blessures classifiées, enquête en cours, dossier auquel peu de gens avaient accès. Mission de convalescence, mon général, poste administratif temporaire en attendant d'être réaffecté sur le terrain. Une version édulcorée, débarrassée des détails qui auraient nécessité des séances d'information confidentielles et des dossiers top secrets, mais suffisamment précise pour satisfaire Caldwell sans compromettre d'opérations en cours. Le général se pencha légèrement vers elle, oubliant son café. Dans son langage, Recovery Assignment signifiait qu'elle avait été grièvement blessée en opération, au point de nécessiter une rééducation prolongée. Poste administratif temporaire était le code militaire pour protéger un élément précieux en attendant sa guérison complète. « Quelle était votre dernière mission opérationnelle » demanda-t-il, le ton désormais celui d'un officier menant un débriefing officiel. « Mon général, je ne suis pas certaine que cette salle soit l'endroit approprié pour en parler, » répondit Lorraine avec prudence. Elle marchait sur un fil entre protocole et secret défense, cherchant à satisfaire la curiosité du général sans révéler d'informations à des officiers qui n'avaient pas le niveau d'habilitation requis. Caldwell comprit aussitôt. Quelle qu'ait été sa dernière mission, elle était classifiée à un niveau qui dépassait la majorité des présents. Il trancha net, d'une voix qui séparait les chefs nés des bureaucrates. Colonel Hayes, Colonel Carter, sortez un instant. Hayes protesta. Mais mon général, nous étions en plein « maintenant ». L'intonation ne laissait place à aucune discussion. Les deux colonels échangèrent un regard frustré, visiblement contrariés d'être écartés d'un briefing qui venait de se transformer en moment historique. Mais un ordre restait un ordre. Ils rassemblèrent leurs dossiers et quittèrent la salle, laissant Caldwell seul face à Lorraine, dans l'air saturé d'odeurs de café brûlant. La porte se referma avec un bruit sec, comme un verrou scellant leur tête-à-tête. Caldwell attendit un instant, s'assurant de leur isolement total, puis reprit d'une voix plus posée. « Maintenant, dites-moi ce qui s'est réellement passé en Libye. » Lorraine sentit sa façade soigneusement construite se fissurer. La Libye n'était pas censée être connue. Les opérations auxquelles elle avait participé là-bas étaient enterrées sous tant de couches de classification que même certains généraux n'y avaient jamais accès. Le fait que Caldwell en parle signifiait qu'il avait vu des rapports de renseignements très au-delà du cercle habituel. « Comment savez-vous pour la Libye, mon général ?» Il eut un sourire sombre. « Parce que j'ai lu tous les rapports d'après-action, même ceux où votre nom était caviardé, mais où votre signature opérationnelle sautait aux yeux. » Lorraine comprit qu'il l'avait prise de vitesse. Caldwell ne posait pas des questions au hasard. Il savait déjà qui elle était et ce qu'elle avait accompli avant son affectation à Fort Liberty. Restait à déterminer combien il savait de ce qui avait mal tourné. La mission d'extraction d'otages, mon général. 3 contractants américains capturés par une cellule affiliée à l'État islamique. Les renseignements indiquaient qu'ils étaient détenus dans un complexe près de Benghazi. Caldwell hocha la tête. Mission réussie, 3 otages récupérés vivants. Perte minimale de notre côté. Il marqua une pause, plongeant ses yeux dans ceux de Lorraine. Mais quelque chose a dérapé après l'objectif principal. La mâchoire de Lorraine se crispa. Le sauvetage des otages figurait dans les rapports officiels et même dans des propositions de décoration. Mais l'après, c'était ce qui l'avait conduite à l'hôpital militaire pour 6 semaines et, finalement, à ce rôle de sous-officière fantôme, servante de café dans des réunions d'état-major. Explosion secondaire, mon général. Un IED placé sur la route d'exfiltration. Notre convoi a été touché à 2 km du complexe. Votre chef d'équipe a été tué.
dit Caldwell, plus constatant qu'interrogeant. Master Chief Alvarez, avec les quartiers-maîtres Miller et Davis. J'ai été la seule survivante de l'équipe d'assaut principale. Caldwell avait lu les rapports classifiés de cette mission. Il savait que Lorraine Mitchell était restée coincée sous les décombres près de 4 heures avant que les secours ne puissent l'extraire. Il savait que des éclats avaient frôlé sa moelle épinière de quelques millimètres et que ses blessures internes avaient nécessité plusieurs opérations lourdes. Ce que les rapports ne disaient pas, c'était le fardeau psychologique d'avoir perdu toute son équipe, d'avoir survécu quand des soldats tout aussi compétents n'avaient pas eu cette chance. « Combien de temps avez-vous été hospitalisé ?» demanda Caldwell d'une voix adoucie. « 6 semaines de soins intensifs, puis 2 mois de rééducation. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Mais les médecins m'ont déclaré apte au service opérationnel. Mon affectation ici n'est que temporaire, en attendant la décision du commandement. » Le général s'adossa, réfléchissant à tout ce qu'elle venait de lui confier. Les pièces du puzzle s'imbriquaient, une femme ayant survécu au programme d'entraînement le plus brutal de l'armée, ayant accompli des missions classifiées dont personne ne parlerait jamais, et qui avait perdu toute son équipe lors d'une opération officiellement qualifiée de succès, parce que les otages avaient été sauvés. Et depuis 18 mois, elle servait du café et classait des dossiers, parce que la marine ne savait que faire d'un héros trop meurtri pour combattre, mais trop précieux pour être écarté. « Les rapports médicaux, dit-il prudemment, sont-ils exacts ?» Lorraine comprit la véritable portée de la question. Les évaluations médicales militaires, après des blessures graves, étaient réputées prudentes à l'excès. Les médecins préféraient maintenir les opérateurs en poste non combattant plus longtemps que nécessaire. Mais parfois, ils passaient à côté de signaux plus subtils indiquant que quelqu'un n'était pas encore prêt à revenir au combat, malgré des bilans physiques favorables. « Physiquement, je suis prête, » répondit-elle. « Toutes mes blessures ont guéri correctement. J'ai retrouvé 100% de mobilité. Ma force et mon endurance sont même meilleures qu'avant le déploiement. » Caldwell entendit surtout ce qu'elle n'avait pas dit. Et psychologiquement, Lorraine resta silencieuse un long moment, fixant la table couverte de plans classifiés. Elle fuyait ce sujet depuis des mois, esquivant les questions des psychologues militaires et des officiers supérieurs. La vérité ne rentrait pas dans des cases de formulaire. « Je rêve d'eux, » murmura-t-elle enfin. « Alvarez, Miller, Davis, pas des cauchemars, pas exactement. Des rêves où ils sont encore vivants, où nous préparons la prochaine mission. Et puis je me réveille, persuadé que je vais les retrouver dans la salle d'équipe, et je me rappelle qu'ils ne reviendront jamais. » Caldwell hocha lentement la tête. Il avait perdu de bons hommes au fil de sa carrière, connaissait le poids de cette culpabilité du survivant qui ronge même les plus solides. Le fait que Lorraine porte encore cette douleur ne la rendait pas faible. Au contraire, cela prouvait à quel point elle avait tenu à son équipe et mesurait le prix réel des opérations spéciales. « Vous en avez parlé à quelqu'un ? Professionnellement ? » ?»« Oui. Psychologue de la Navy, aumônier, même un civil. Tous disent la même chose. Réaction normale au deuil pour les vétérans de combat. Donnez du temps, restez active, ne vous isolez pas. Les rêves finiront par s'estomper et je serai prête à avancer. » « Mais vous ne vous sentez pas prête ?» Lorraine hésita. « Je ne sais pas. Certains jours, je me réveille furieuse d'être coincée ici à faire de l'administratif, alors que je devrais être dehors à exercer le métier pour lequel j'ai été formée. D'autres jours, je pense au poids de commander une nouvelle équipe, à la possibilité que mes décisions coûtent des vies, et je me demande si j'ai encore l'instinct qui nous a maintenus en vie si longtemps. » Caldwell comprenait parfaitement. Le commandement était un fardeau que peu savaient assumer, et encore moins 2 fois, après avoir perdu des hommes la première. Le fait qu'elle doute encore était, en réalité, un bon signe. Les opérateurs trop confiants étaient un danger pour eux-mêmes et pour les autres. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Pas ce que la marine veut, pas ce que les médecins recommandent, pas ce qui embellit votre dossier. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire ?» Lorraine leva les yeux, surprise. Cela faisait des mois qu'on ne lui avait pas posé cette question. On parlait de ses bilans médicaux, de ses évaluations psychologiques, de ses aptitudes au combat, mais jamais de ses désirs. « Je veux reprendre mon métier, » répondit-elle sans hésiter, pas pour fuir ce qui s'est passé en Libye, mais parce que je sais que je peux encore être utile. Mes compétences sont intactes,
Mon entraînement est solide. J'ai seulement besoin d'une opportunité pour prouver que je suis prête. Caldwell scruta longuement son visage, cherchant le moindre signe d'hésitation ou de bravade. Ce qu'il vit, c'était une femme lucide sur ses limites, mais prête à les dépasser. Quelqu'un qui connaissait le prix du commandement et qui acceptait d'en assumer à nouveau le poids. « Et si je vous disais que j'ai peut-être une opportunité pour vous ?» lança-t-il. Lorraine sentit quelque chose se débloquer en elle, comme un engrenage qui reprend enfin son mouvement. Pour la première fois depuis 18 mois, elle ne parlait plus de son passé, mais de son avenir. Le général ne la regardait pas comme un fardeau ou une épave qu'on tolère encore. Il la regardait comme la pièce essentielle dont il avait besoin. « Quel genre d'opportunité, mon général ?» demanda-t-elle, la voix maîtrisée malgré l'élan d'espoir qui lui brûlait la poitrine. Caldwell jeta un coup d'œil vers la porte, vérifiant qu'ils étaient toujours seuls, puis revint vers elle. « La planification dont nous discutions avant cette conversation. Opération spéciale conjointe, paramètres classifiés, un type de mission qui requiert des compétences très spécifiques. » Le cœur de Lorraine accéléra. Cela voulait dire de vraies missions, pas du soutien administratif, pas des exercices d'entraînement. Le métier pour lequel elle s'était formée, au lieu de servir du café et d'archiver les rapports des autres. « Je ne peux pas entrer dans les détails ici, » continua-t-il. « Les autorisations de sécurité à elles seules prendront des semaines. Mais je peux vous dire ceci, nous cherchons des opérateurs capables de gérer des situations complexes avec un minimum de soutien. Des gens qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient décider vite et bien quand tout bascule. » « Ce qui arrive toujours, » fit remarquer Lorraine. Un léger sourire passa sur les lèvres du général. « Ce qui arrive toujours, » confirma-t-il. « La vraie question est, êtes-vous prête à assumer à nouveau ce niveau de responsabilité ? Pas selon les médecins, pas selon vos évaluations officielles. Mais au fond de vous, savez-vous encore conduire des hommes dans des situations où vos décisions déterminent qui rentrera vivant ? C'était la question qu'elle fuyait depuis des mois, celle qui la tenait éveillée dans ses rêves de Alvarez, Miller et Davis. Elle portait leur mort comme une pierre au creux de la poitrine, persuadée qu'accepter un nouveau commandement serait trahir leur mémoire. Comme si avancer signifiait les oublier, mais en voyant le regard de Caldwell, elle comprit qu'elle se trompait depuis le début. C'était Alvarez qui l'avait encouragée à tenter la sélection SEAL. Miller et Davis l'avaient suivi avec confiance, sur une douzaine de missions réussies avant celle qui avait mal tourné. Il n'était pas tombé parce qu'elle avait mal commandé, mais parce que la guerre est imprévisible et meurtrière. Et parfois, même les meilleurs ne rentrent pas. « Je suis prête, » dit-elle. Et pour la première fois en 18 mois, elle le pensait vraiment. Caldwell la fixa longtemps, cherchant une trace de doute ou de fausse assurance. Ce qu'il vit, c'était une opératrice qui avait traversé ses démons et en sortait plus forte. Quelqu'un qui connaissait le poids du commandement, mais choisissait de le reprendre parce que c'était juste. L'affectation sera temporaire au départ, 60 jours, 90 peut-être, selon l'évolution du calendrier opérationnel. Si tout se passe bien, cela pourra déboucher sur une réintégration permanente dans une unité active. Si ça tourne mal, il haussa les épaules. Vous finirez sans doute de retour ici, à servir du café. Lorraine eut presque un sourire. Après tout ce qu'elle avait traversé, retourner aux corvées administratives lui semblait bien peu de choses. Quand cela commencerait-il ? Tout dépend de la rapidité avec laquelle nous actualiserons vos habilitations et transférerons vos dossiers médicaux. 2 semaines, si nous poussons les bons leviers. Il marqua une pause, ajoutant d'un ton plus bas. Mais il y a un autre critère. Cette mission requiert quelqu'un qui sait se fondre dans le décor, quelqu'un capable d'opérer sans identification militaire visible, d'être invisible. Comme vous, quand vous servez le café dans une salle où personne ne remarque la sergente-chef dans le coin. Caldwell se leva et lui tendit la main. « Bienvenue de nouveau en service opérationnel, sergente-chef Mitchell. » Lorraine serra sa main avec fermeté. Elle avait la sensation de reprendre enfin la vie pour laquelle elle avait été façonnée. Les 18 derniers mois n'avaient pas été perdus. Il l'avait préparée à la suite, lui enseignant des leçons qu'elle n'avait pas vues venir. « Merci, mon général. Vous ne regretterez pas. »« Je le sais. La question, c'est de savoir si les colonels Hayes et Carter regretteront de vous avoir sous-estimé, quand ils comprendront ce qui vient de se passer ici. » Lorsque Caldwell rouvrit la porte pour les rappeler, l'atmosphère avait changé du tout au tout. Ce qui, quelques instants plus tôt,
n'était qu'un briefing de routine s'était transformé en toute autre chose. Même si aucun des deux colonels ne parvenait à définir exactement ce qui avait changé durant leur absence forcée, Lorraine se tenait toujours près du coin café, carafe thermique à la main. Mais sa posture n'était plus la même. Elle n'avait plus l'air d'une subalterne cherchant à se fondre dans le décor. Elle dégageait désormais cette assurance silencieuse de quelqu'un qui a sa place partout où il se tient. « Messieurs, reprenez vos sièges, » dit Caldwell, mais son ton indiquait que la réunion n'était plus du tout celle d'il y a 20 minutes. Nous devons apporter quelques ajustements à notre planification opérationnelle. Le colonel Hayes se réinstalla dans son fauteuil, manifestement contrarié. Mon général, nous devons encore examiner les plannings de déploiement et finaliser la coordination logistique. Quel que soit le problème de personnel que vous deviez régler avec la sergente-chef, peut-être pourrions-nous l'aborder après le briefing. Caldwell échangea un regard avec Lorraine. Elle hocha imperceptiblement la tête. Ils s'étaient compris lors de leur aparté, mais restaient à gérer le retour des deux officiers sans compromettre la sécurité ni les humilier inutilement. En réalité, colonel, ce point de personnel est directement lié à notre planification. La sergente-chef Mitchell ne restera pas longtemps cantonnée à un rôle de soutien administratif. Le colonel Carter fronça les sourcils. Elle est réaffectée parce que nous allons avoir besoin de quelqu'un pour coordonner la logistique de... La sergente-chef Mitchell coordonnera la logistique, mais dans une perspective opérationnelle, pas administrative. Les deux colonels échangèrent un regard perplexe. Pour eux, soutien administratif, planification opérationnelle, coordination logistique, tout cela ressemblait à des nuances de la même paperasserie. Lorraine fit un pas en avant, refusant de rester dans l'ombre. Avec la permission du général, j'aimerais clarifier mon rôle dans la planification de la mission. Caldwell hocha la tête. Allez-y, sergente-chef. Ma spécialité est la guerre non conventionnelle et les opérations d'action directe. J'ai effectué 16 déploiements opérationnels dans plusieurs théâtres, dont des missions classifiées en Afghanistan, en Irak et en Libye. Mon dernier commandement concernait l'extraction d'otages américains dans un complexe tenu par une cellule affiliée à Daesh. Mission réussie. Ace la dévisagea comme si elle venait d'annoncer qu'elle avait marché sur la lune. « Sergente-chef, ce n'est pas ce que reflète votre dossier personnel. Mon dossier reflète mon affectation actuelle, pas mon parcours opérationnel. Pour des raisons de sécurité, certaines informations sont classifiées à des niveaux qui n'apparaissent pas dans les archives administratives routinières. » Carter feuilletait frénétiquement les documents devant elle, comme si une note manquée allait expliquer pourquoi la femme qui servait le café depuis 1 heure se révélait soudain être une opératrice spéciale. « Mon général, je ne comprends pas. Si la sergente-chef Mitchell a une telle expérience, pourquoi cela n'a-t-il pas été intégré à notre planification dès le départ ?» Caldwell eut un sourire sec. « Parce que, parfois, les renseignements les plus précieux proviennent de l'observation de ceux qui croient qu'aucune personne importante ne les regarde. La sergente-chef Mitchell a mené une évaluation informelle de nos protocoles de sécurité en remplissant ce qui semblait être des tâches administratives banales. » L'impact de ces mots frappa les deux colonels d'un coup. Pendant 1 heure, ils avaient d'abord discuté de paramètres classifiés devant quelqu'un qu'ils considéraient comme une simple assistante. Ils avaient à présumer des niveaux d'habilitation et de compartimentation sur la seule base d'un uniforme sans insigne. « Qu'avez-vous observé, sergente-chef » demanda Caldwell. Lorraine balaya les colonels du regard, puis se tourna vers lui. « Plusieurs vulnérabilités potentielles, mon général. Rien d'insurmontable, mais des points à corriger impérativement avant tout déploiement. » Le visage de Hayes trahissait enfin la prise de conscience de l'énorme erreur de jugement commise. Carter, elle, semblait toujours tenter d'assimiler le fait que leur assistante évaluait leurs pratiques depuis le début. L'équilibre de la salle venait de basculer, et tout le monde le sentait. 3 semaines plus tard, Lorraine Mitchell était de retour à sa véritable place. Non pas dans la salle 7A à servir du café à des officiers qui l'ignoraient, mais dans un centre des opérations tactiques en Virginie, dirigeant le briefing d'une mission rendue possible uniquement grâce à son expertise. La transformation avait été frappante. Dès que ses véritables états de service furent connus à Fort Liberty,
L'attitude du personnel changea du jour au lendemain. Les mêmes officiers qui la prenaient pour une secrétaire cherchaient désormais son avis sur la planification et l'évaluation tactique. Et les soldats qui l'avaient vue porter des dossiers ou préparer le café la saluaient avec le respect dû à une opératrice aguerrie. Mais le changement le plus profond s'était produit chez Lauren Mitchell elle-même. Le poids psychologique qu'elle portait depuis la Libye commençait à s'alléger à mesure qu'elle se replongeait dans ce pourquoi elle avait été formée: planifier des missions, évaluer des risques, diriger des équipes. Ce n'était pas de simples fonctions dans un organigramme militaire, c'était le cœur de son identité de soldate. La mission que Caldwell lui avait confiée avait été exactement ce dont elle avait besoin pour se prouver à elle-même qu'elle était prête à avancer. Une opération complexe, exigeant de l'autonomie, des décisions critiques sous pression et une capacité d'adaptation lorsque tout déraillait. Tout s'était déroulé comme prévu, ce qui, dans les opérations spéciales, signifiait que rien ne s'était passé comme prévu. Mais les objectifs avaient été atteints malgré tout. Le colonel Hayes et le colonel Carter avaient rapidement demandé des mutations, arguant de nouveaux défis pour leur carrière. Tout le monde savait qu'il s'agissait en réalité de sauver la face après avoir si lourdement sous-estimé la sergente-chef. Caldwell avait signé les transferts sans commentaire, mais Lauren soupçonnait qu'il avait laissé des remarques bien précises dans leurs évaluations, rappelant l'importance de ne pas juger sur les apparences. L'histoire s'était répandue bien au-delà de Fort Liberty, circulant dans les messes et jusque dans certains exercices de formation. La sergente discrète qui s'était révélée être une SEAL, les officiers qui avaient appris à ne plus se fier aux insignes sur un uniforme, et le général qui avait su reconnaître un talent que tout le monde ignorait. Mais pour Lauren, la victoire était plus intime. Elle dormait enfin mieux. Les Jefta, les rêves d'Alvarez, Miller et Davis se transformaient peu à peu en souvenirs qu'elle pouvait porter sans s'effondrer. Elle avait compris que leur sacrifice devait être honoré non pas en se retirant du combat, mais en poursuivant le travail qu'ils avaient tous choisi. Sa nouvelle affectation correspondait exactement à ce qu'elle avait espéré en s'engageant pour l'entraînement SEAL des années auparavant. Des missions difficiles, des coéquipiers compétents, la possibilité de faire la différence là où la maîtrise et la détermination pouvaient sauver des vies. Sa couverture administrative avait été levée, son véritable dossier réintégré. Elle n'était plus soutien administratif, mais de nouveau staff sergent Mitchell, opération spéciale. La bague des cils à son doigt ne pesait plus comme un rappel d'échec. Elle redevenait ce qu'elle avait toujours été, un symbole d'accomplissement, d'engagement et de volonté de servir là où si peu osaient s'aventurer. Parfois, tard le soir, alors qu'elle relisait des plans de mission ou préparait du matériel, elle repensait à ce matin, dans la salle 7A, à ce geste anodin qui avait brisé son invisibilité. Verser du café. Elle avait cru que c'était un désastre, la fin de la protection que son anonymat lui avait offerte. En réalité, c'était un commencement. Le moment où elle avait cessé de se cacher pour avancer vers ce qu'elle était destinée à devenir. Le moment où être sous-estimée avait enfin tourné à son avantage, prouvant que le respect ne se réclame pas, ne s'imite pas. Il se gagne, par la compétence quand cela compte vraiment. 6 mois plus tard, Lauren Mitchell se retrouvait dans une autre salle de briefing. Mais cette fois, les circonstances étaient radicalement différentes. Elle siégeait en tête de table dans une installation classifiée en périphérie de Washington, dirigeant une task force conjointe réunissant plusieurs branches militaires et agences de renseignement. Les paramètres de la mission étaient si complexes qu'il fallait l'expertise des forces spéciales de l'armée, des SEAL de la Navy, des sauveteurs para-rescue de l'Air Force et des agents de la CIA. Le genre de coordination interservices qui demandait normalement des mois de préparation. Et une personne capable d'imposer sa crédibilité à travers des cultures et spécialités différentes. Caldwell lui-même l'avait recommandé pour ce rôle de leadership, notant dans son évaluation que la sergente-chef Mitchell possédait un jugement tactique exceptionnel, un commandement éprouvé en conditions adverses et une aptitude unique à opérer efficacement, même lorsqu'on ne reconnaît pas d'emblée ses compétences. C'était la manière bureaucratique de dire qu'elle excellait dans son travail, même si les autres ne s'en rendaient compte qu'après coup. L'ironie ne lui échappait pas. Elle était passée de celle qui servait le café aux officiers supérieurs.
à celle dont ces mêmes officiers prenaient désormais les notes. Mais ce chemin ne s'était pas fait en un jour, et il n'avait rien à voir avec une bague aperçue par hasard. Il s'était construit par la compétence, mission après mission, preuve après preuve, jusqu'à ce que plus personne ne puisse l'ignorer. La mission que Caldwell lui avait confiée en avait entraîné une autre, puis encore une autre. Chaque réussite consolidait la précédente, jusqu'à ce que la réputation de Loren Mitchell comme chef d'opération fiable se répande dans toute la communauté des forces spéciales. Dans ce milieu, les nouvelles circulaient vite, surtout lorsqu'il s'agissait de quelqu'un capable de livrer des résultats constants dans des conditions difficiles. Mais plus important encore, Loren avait appris à se reconnaître à sa juste valeur, au lieu de se cacher derrière une couverture administrative. Elle n'avait plus besoin d'atténuer ses compétences, ni de détourner l'attention de ses réussites. Les blessures psychologiques de la Libye s'étaient refermées en même temps que les physiques, la laissant plus forte et plus confiante qu'elle ne l'avait jamais été avant cette mission dévastatrice. Elle pensait toujours à Alvarez, Miller et Davis, mais désormais, ses souvenirs l'inspiraient au lieu de la paralyser. Ils avaient été de bons opérateurs, qui avaient cru en son commandement. Honorer leur mémoire signifiait rester ce leader qu'ils avaient vu en elle. La porte de la salle de briefing s'ouvrit, laissant entrer un jeune lieutenant de l'Air Force. Visiblement nerveux à l'idée de participer à une réunion entourée d'autant de gradés, il portait une tablette et un carnet, se déplaçant avec la minutie de celui qui veut se rendre utile sans attirer l'attention. Loren l'observa installer son matériel au fond de la salle, reconnaissant dans sa posture quelque chose de familier, la façon de se placer pour voir sans être vu, de se fondre dans le décor, tout en restant attentif aux moindres détails. Lorsque la réunion prit fin et que les autres quittèrent la pièce, elle s'approcha du jeune officier qui rangeait ses affaires avec la même efficacité discrète. « Lieutenant, dit-elle. » Il leva brusquement la tête. « Oui, madame ?» J'ai remarqué vos notes pendant la discussion tactique. Vous aviez des observations que vous n'avez pas partagées. Le lieutenant sembla mal à l'aise. « Madame, je ne suis ici que pour assurer le soutien en communication. Je ne pensais pas que ce serait approprié de... » Loren eut un léger sourire, se rappelant une conversation avec le général Caldwell, des mois plus tôt, dans une autre salle de briefing. « Quel est votre parcours, lieutenant, avant cette affectation ?»« Combat contrôleur, madame. 3 déploiements, surtout en coordination de soutien aérien avancé. » Il marqua une pause. « Mais on m'a placé ici le temps d'obtenir un feu vert médical pour reprendre le service opérationnel. » Loren hocha la tête, comprenant aussitôt. Que s'est-il passé ? Un IED en Afghanistan. Rien de grave, juste une perte auditive partielle et un léger traumatisme crânien. Les médecins préfèrent être prudents avant de me réautoriser au saut. Et vous êtes frustré d'être coincé dans du soutien administratif alors que vous devriez exercer le métier pour lequel vous avez été formé. Le lieutenant la regarda, stupéfait. « Oui, madame. Exactement. » Loren lui tendit la main. « Sergente-chef Loren Mitchell, je crois que nous devons parler. » En lui serrant la main, elle remarqua quelque chose sur son poignet, à moitié dissimulé par la manche de son uniforme, le tatouage caractéristique de l'insigne de combat contrôleur que les opérateurs s'offraient en souvenir d'avoir surmonté l'un des entraînements les plus exigeants des forces armées. Certaines choses, pensa Loren, ne changeaient jamais. Le talent trouvait toujours un moyen de se révéler, peu importe les efforts pour le masquer ou l'aveuglement des autres. La seule vraie question était de savoir si l'on était assez intelligent pour le reconnaître et assez sage pour lui donner sa chance. Elle eut le pressentiment que ce jeune lieutenant était sur le point de recevoir la même opportunité qu'elle, autrefois, dans la salle 7A, le genre d'opportunité qui pouvait tout changer s'il était prêt.